Je suis vraiment très heureuse d'être ici ce matin pour vous parler d'un problème qui préoccupe beaucoup les juristes en droit du travail, celui de la multiplication des recours devant les différents tribunaux administratifs. En fait, nous parlerons davantage aujourd'hui de la multiplicité des recours plutôt que de celle des tribunaux administratifs, compte tenu de ce qui nous a été annoncé hier. Alors, la fusion de ces organismes et tribunaux administratifs pourrait évidemment changer la donne d'une manière importante. Mais heureusement, et fort heureusement pour moi, parce que je vous avoue que j'ai quand même eu un petit peu chaud hier quand j'ai entendu la nouvelle sortir, je vous soumets humblement que ça n'enlève rien à la pertinence de mon exposé d'aujourd'hui, puisque le succès de cette réforme-là, il dépend surtout de la nature des modifications qui vont être apportées aux différentes lois concernées qui ont chacune leur objectif propre. L'exercice auquel je vous convie aujourd'hui consiste donc à examiner l'état actuel des choses et à explorer des avenues qui pourraient permettre de mieux harmoniser nos différents régimes. Alors, j'ai choisi le cas du harcèlement psychologique pour vous exposer les conséquences néfastes de la multiplicité des recours, non seulement sur la mobilisation des normes par les victimes, mais aussi sur la mobilisation des acteurs du milieu de travail afin de contrer cette forme de violence-là. Il s'agit d'un bel exemple d'une situation où le législateur a adopté un nouveau recours sans pour autant arbitrer adéquatement le problème causé par sa juxtaposition avec des recours qui étaient préexistants. Et c'est un exemple qui démontre également que notre régime de santé et sécurité du travail, qui a longtemps été considéré en marge du droit du travail proprement dit, doit être mieux intégré dans cet ensemble de normes devenues très complexes. Et à ce sujet-là, je diverge peut-être un peu d'opinion avec Guylaine, et ce sera une discussion très intéressante qu'on pourra avoir. Je pense que le régime de santé et sécurité au travail a évolué d'une manière telle au cours des dernières années qu'on ne peut plus le considérer isolément en lien avec les autres recours en matière de droit du travail. Le régime se préoccupe maintenant de retour au travail, de réintégration, de protection de la santé mentale. Ce sont des aspects intimement liés tant à l'organisation du travail qu'aux relations de travail proprement dites. Alors, je pense que l'une des plus belles qualités de l'être humain, c'est de savoir s'adapter. Et je pense que les régimes, ils évoluent et il faut être capable de les adapter. L'objectif étant que la cohérence demeure et que le salarié, le justiciable, puisse, lorsqu'il est tenu d'aller devant le tribunal après avoir tenté par d'autres moyens de régler son litige, que ce soit des questions de fond qui soient entendues et non pas des questions préliminaires sur des questions de compétences, de délai, de litispendance, de choses jugées, ou etc. Alors voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors en guise de mise en contexte, bref rappel, le législateur a ajouté en juin 2004 des droits et recours dans la loi sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique, mais ce recours se juxtaposait à des recours préexistants et, pour les fins de mon exposé, je me limite à ceux qui existaient au niveau de la santé et sécurité du travail, qui sont ceux qui causent le plus de problèmes. D'abord, on avait reconnu depuis déjà le début des années 2000 que le régime de la loi sur la santé et la sécurité du travail permettait aux salariés qui étaient victimes de harcèlement de déposer un droit de refus ou de porter plainte à la CSST si sa santé était en danger. Et évidemment, ce même travailleur, ce même salarié, c'est intéressant de voir qu'on ne l'appelle pas de la même manière dans les deux lois, ça serait parmi les choses à corriger, ce travailleur pouvait également et peut toujours déposer une réclamation à la CSST pour être indemnisé si le harcèlement psychologique a entraîné une atteinte à sa santé. Donc, le plan de présentation que je vous propose, c'est tout simplement de vous expliquer d'abord, c'est en trois parties, je vous expliquerai brièvement d'abord les deux voies de réparation distinctes que le salarié doit impérativement utiliser s'il est victime de harcèlement psychologique et qu'il a eu une atteinte à sa santé, soit le recours en vertu de la loi sur les accidents du travail et celui de la loi sur les normes. J'examinerai ensuite les conséquences de cette multiplicité de recours. D'abord, les difficultés posées par l'article 123.16 de la loi sur les normes du travail, parce que le législateur aura tenté de régler en partie ce conflit entre les deux régimes, mais malheureusement, il faut constater que l'article 123.16 n'a pas eu des résultats très heureux et que l'arbitrage qui s'est fait est loin de régler tous les problèmes. Je vous démontrerai ensuite que cette multiplicité de recours compromet la réparation du préjudice par le salarié, pour le salarié, et je vous donnerai un exemple concret pour vous le démontrer. Et en guise de conclusion, on va explorer en toute humilité quelques pistes de conclusion. Alors, d'abord, le recours en vertu de la loi. Vous verrez que c'est vraiment deux lois qui ont des objectifs distincts,
mais qui s'entrecoupent au plan des réparations. Et c'est là que la question se complique. Alors, la loi sur les accidents du travail, elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles, vous le savez, et depuis plus de 20 ans, la jurisprudence a reconnu qu'une série d'événements bénins, comme ceux constitutifs de harcèlement, pouvaient, par leur succession, être considérés comme un accident de travail au sens de la loi s'ils débordent du cadre normal et habituel du travail. Il est bien évident que quand on est victime de harcèlement psychologique, on est victime d'un comportement qui déborde du cadre normal et habituel du travail. Afin de démontrer l'existence d'une lésion professionnelle, le salarié doit également faire une autre preuve, parce qu'on est en matière d'indemnisation des lésions. Il doit faire la preuve de la relation entre la maladie qu'il a contractée et cette succession d'événements auxquels il a été exposé. Le régime de la loi sur les accidents du travail comporte des caractéristiques bien particulières qui sont issues du compromis social qui a été à son origine. Alors, le régime, il est exclusif, c'est-à-dire qu'il prohibe tout recours en responsabilité civile contre l'employeur ou le collègue de travail fautif. Et la Cour suprême a établi en 1996 que cette immunité visait tout autant les dommages-intérêts matériels, moraux et punitifs. C'est aussi un régime obligatoire, c'est-à-dire que l'immunité s'applique même si le salarié n'a pas fait de réclamation à la CSST. Ce n'est pas facultatif, il n'a pas le choix. S'il ne fait pas de réclamation, il perd son droit au dommage qui aurait pu lui être accordé en vertu de la loi et il est quand même visé par cette prohibition de recours contre l'employeur et le collègue de travail. Brièvement, les formes de réparation prévues par la loi, le remplacement du salaire, l'indemnité de remplacement du revenu, le remboursement des soins médicaux, l'indemnité pour préjudice corporel s'il y a atteinte permanente, droit à la réadaptation et droit au retour au travail. Alors, on voit que ça va assez loin. On va examiner un peu plus en détail en quoi ces réparations-là sont utiles aux victimes de harcèlement psychologique. Bon, pour ce qui est de l'indemnité de remplacement de revenus, ça ne cause pas de problème. Le salarié est incapable d'exercer son emploi. Il a le droit à 90 de son salaire pendant la période de consolidation de sa lésion et pendant la période de réadaptation, si requise. Et il va recevoir cette indemnité jusqu'à ce qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable, c'est-à-dire un emploi qui tient compte de sa capacité résiduelle et de ses qualifications professionnelles. Le salarié peut également recevoir l'indemnité pendant une année de recherche d'emploi s'il ne peut pas reprendre son travail suite à sa lésion. Jusque-là, ça va quand même assez bien. Les dommages corporels maintenant. Le salarié a droit à l'indemnité pour dommages corporels s'il a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychologique. Et là, on constate que cette forme de réparation est fort peu utile aux victimes de harcèlement psychologique. Le barème des déficits anatomophysiologiques prévoit, au titre des atteintes à la fonction psychique, les syndromes cérébraux, les psychoses, les névroses, les troubles de la personnalité. On voit bien que ce barème-là a été adopté pour compenser les séquelles psychologiques liées à des blessures physiques importantes ou encore les chocs post-traumatiques, mais le barème n'indemnise pas les troubles transitoires. Par contre, et je reviendrai là-dessus en conclusion, vous verrez qu'au niveau du barème du régime de l'assurance automobile du Québec, on indemnise ce type de problème transitoire qui peut hypothéquer lourdement la qualité de vie d'une personne. Alors, il faut peut-être songer à des modifications de ce côté-là. Réadaptation et droit au retour au travail. Le salarié qui souffre d'une incapacité peut bénéficier de réadaptation physique, sociale, professionnelle et la loi lui accorde un droit de retour au travail. Et c'est là que le régime de la santé et sécurité s'immisce en quelque sorte dans les relations de travail de l'entreprise. Il a le droit de réintégrer prioritairement son emploi ou un emploi convenable disponible dans un établissement de son employeur dans un délai d'1 an ou 2 ans. Et je vous dirais même que c'était assez avant-gardiste, ce droit-là qu'on accordait aux salariés en 1985, parce que rappelez-vous que les premiers jugements de la Cour suprême qui ont reconnu formellement l'obligation d'accommodement en milieu de travail, ils datent justement des années 85. C'était les balbutiements dans ces années-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, l'obligation d'accommodement a évolué, le régime a évolué, et on n'est plus tout à fait au même diapason. Pour les victimes de harcèlement, c'est bien beau ce droit de retour au travail, mais il arrive fréquemment que la victime, elle ne souhaite pas retourner chez son employeur. Non pas parce qu'elle n'est plus capable d'exercer son emploi, mais parce que c'est le climat de travail qui est délétère et qui risque de nuire à sa santé. Selon la jurisprudence actuelle, et là, Maître Mancini va nous en parler plus abondamment dans quelques minutes, la loi n'imposerait pas à l'employeur de modifier un emploi pour le rendre convenable, c'est-à-dire adapté aux restrictions médicales du salarié. La Cour d'appel est saisie d'un litige et on verra ce qu'elle nous dira sur le sujet.
Alors, puisque la victime de harcèlement est habituellement capable d'exercer son emploi chez un autre employeur, ses droits sont très limités au chapitre du retour au travail. Donc, le régime obligatoire de la loi sur les accidents du travail n'est pas tout à fait adapté à la réparation des dommages subis par les victimes de harcèlement. Regardons maintenant ce qui est offert à la victime qui choisit d'entreprendre un recours en vertu de la loi sur les normes. Alors, depuis le 1er juin 2004, nouvelle norme de travail, droit du salarié à un milieu de travail exempt de harcèlement. Ce droit a pour corollaire l'obligation de l'employeur de prévenir et de faire cesser le harcèlement psychologique dans son entreprise. Et, en conséquence, si le salarié a été victime de harcèlement et que son employeur n'a pas respecté ses obligations, il peut déposer une plainte qui sera ultimement entendue à l'heure actuelle par la Commission des relations du travail, la Commission de la fonction publique ou l'arbitre de grief, mais en principe, ces instances-là ne seront pas pour l'arbitre, mais pour les autres, ça sera réformé vraisemblablement. Je ne sais pas pour la Commission de la fonction publique, mais la CRT sera dorénavant un organisme qui serait joint avec la Commission des lésions professionnelles. Et les dispositions de la loi sur les normes sont intégrées dans les conventions collectives, ce qui donne donc compétence à l'arbitre. Quels sont les pouvoirs de ce tribunal si le salarié a été victime de harcèlement et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations? Le tribunal peut ordonner la réintégration, le versement du salaire perdu, la cessation du harcèlement, les dommages et intérêts punitifs et moraux, l'indemnité pour perte d'emploi, le financement du soutien psychologique et le financement et la modification du dossier disciplinaire. Je les énumère parce que c'est important. Vous voyez que les pouvoirs sont étendus. Ils ne sont même pas limitatifs, d'ailleurs, parce que, conscient, évidemment, qu'il y avait un conflit entre certaines de ces réparations-là et celles prévues à la loi sur les accidents du travail, le législateur a adopté l'article 123.16, qui devait régler les problèmes, mais qui, malheureusement, en a créé plus qu'il en a réglé. Alors, cet article-là nous dit que les réparations prévues au paragraphe 2, 4 et 6, qui sont, en fait, tout à fait pratique, les réparations monétaires. Et selon des études récentes qui ont été faites, bien, ce sont souvent celles que le salarié veut obtenir, surtout s'il ne veut pas retourner dans son ancien milieu de travail. Autrement dit, c'est majeur. Alors, le versement du salaire perdu, les dommages et intérêts punitifs et moraux, le financement du soutien psychologique, alors ces réparations-là ne s'appliquent pas pour une période au cours de laquelle le salarié est victime d'une lésion professionnelle. Et l'article ajoute à l'alinéa 2, « Lorsque le tribunal estime probable que le harcèlement psychologique ait entraîné une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard de ces paragraphes. » Là, ça va devenir intéressant quand les organismes vont être réunis. On ne pourra pas se suspendre soi-même, sachant qu'on attend notre propre décision. Mais bon, comment le législateur va arrimer tout ça, c'est là que ça va devenir intéressant, cette réforme. Alors, ces dispositions-là suscitent de nombreuses difficultés, dont certaines, vous le verrez, ne seront pas réglées de toute façon par le problème des fusions. Voyons quelles sont les conséquences de cette multiplicité de recours. Alors, l'article 123.16 pose les questions suivantes qui font l'objet d'une abondante jurisprudence. C'est quoi l'étendue de la protection? Les paragraphes 2, 4 et 6, là, ça veut dire que est-ce que tout ce qui est en lien avec les événements constitutifs de la lésion professionnelle, là, ça ne peut pas donner lieu à des réparations ou est-ce qu'on peut faire des nuances? Deuxième question, comment le tribunal peut-il estimer probable que le harcèlement ait causé une lésion professionnelle sans faire à toute fin pratique ce que la CSST ou la CLP doit faire, c'est-à-dire entendre la preuve puis décider si oui ou non il y en a une lésion? Et troisièmement, que faire lorsque deux instances sont saisies des mêmes faits en lien avec une plainte de harcèlement et une réclamation pour lésion professionnelle? Ça aussi, avec la juxtaposition là, des tribunaux, là, ça va être intéressant de voir. Ça va nécessiter très certainement une modification en profondeur de cette disposition-là. Pour ce qui est de l'étendue de la protection, de la prohibition prévue par 123.16, Denis en a parlé tout à l'heure, donc je n'élabore pas longtemps là-dessus, simplement pour vous dire qu'effectivement, c'est très compliqué. Dans les affaires rendues par la Cour d'appel, Carrier contre Mittal et Syndicat des services correctionnels du Québec, la Cour est venue dire que, à toute fin pratique, la prohibition est de portée très large et elle ne se limite pas à la période pendant laquelle le salarié était inapte en raison d'une lésion professionnelle. Les réparations ne peuvent être accordées que si elles découlent d'un fait distinct, non relié au harcèlement psychologique ayant causé une lésion. D'où le commentaire de Denis qui dit, bien, peut-être que si c'est possible que deux événements de harcèlement distincts, dont l'un eut causé une atteinte à la santé et l'autre pas, on pourrait imaginer que des dommages puissent être accordés en lien avec le premier. Bien, écoutez, c'est un peu tordu et ça vous démontre la complexité de l'affaire pour le justiciable.
La jurisprudence est contradictoire, finalement, en ce qui concerne le droit à l'indemnité pour perte d'emploi, parce que ça, c'est prévu au paragraphe 5. Puis le paragraphe 5 n'est pas énuméré dans les exceptions à l'article 123.16. Alors, il y a de la jurisprudence contradictoire là-dessus. Pourquoi? Parce que, dans le fond, la perte d'emploi, elle peut être en partie couverte par le régime de la loi sur les accidents du travail lorsque le salarié va en réadaptation ou si on exerce le droit au retour au travail ou encore, à tout le moins, quand on lui donne une année d'indemnité pour se chercher un emploi. C'est très partiel, mais bon, comment est-ce qu'on arrime ça? C'est loin d'être évident. Finalement, comment le tribunal peut estimer probable que le harcèlement ait entraîné une lésion? La Cour supérieure nous a dit que le tribunal devait entendre toute la preuve afin de déterminer si l'existence d'une lésion est plus probable que son inexistence. Ça commence à ressembler beaucoup, faire d'autres preuves pour démontrer une lésion professionnelle, ça. Mais la question est d'autre. Là, vous allez dire, bien, écoutez, ils n'ont rien qu'à suspendre puis à attendre que la CLP ou la CSST se prononce. Mais si le salarié n'a pas fait de réclamation à la CSST, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, ce tribunal-là, qui n'est pas celui qui a compétence, mais qui va peut-être le devenir, devra se prononcer, devra faire toute la preuve pour savoir s'il y a une lésion professionnelle, pour les seules fins de déterminer quelles sont les réparations qu'il a le droit d'accorder versus celles qu'il n'a pas le droit d'accorder. Alors ça non plus, ça ne sera pas nécessairement réglé avec la fusion des tribunaux. Autre problème d'actualité, quand deux instances sont saisies des mêmes faits, ça serait très souhaitable que ça soit réglé par la fusion de nos tribunaux. Les parties plaident, et là, sont très imaginatifs, là, la litispendance, la suspension de l'audience, la chose jugée. On est même allé chercher une notion, un concept de common law, la préclusion fondée sur une question déjà tranchée. Je vous fais grâce des nuances entre ces différents moyens, simplement pour vous dire que, à mon point de vue, tant qu'on n'aura pas une adéquation entre le harcèlement psychologique puis l'accident de travail, il sera très difficile de plaider des arguments de cette nature-là, chose jugée, litispendance. Je ne sais pas ce que la Cour d'appel qui est saisie de la question va décider. La Cour supérieure a décidé dans un cas qui avait chose jugée. Mais vous avez vu avec moi que ce n'est pas tous les cas d'harcèlement psychologique, ce n'est pas tous les cas d'accident de travail causés par du stress chronique au travail qui sont du harcèlement psychologique. C'est très difficile de faire une adéquation entre les deux concepts. Et là, ici encore, il serait souhaitable que le législateur, dans le cadre d'une véritable réforme, nous dise clairement que quand on est victime de harcèlement, on a subi un accident de travail et que ce qui reste à la CSST et à la CLP de déterminer, c'est les questions médicales. Est-ce que la maladie est reliée à cet événement-là et quelles sont les conséquences de la maladie? Il devrait à tout le moins y avoir une présomption pour que, peu importe les changements qu'on fera, on ne devrait jamais devoir faire deux procès sur les mêmes faits. Il faut faire un arrimage entre les deux concepts. Est-ce que tout ça compromet la réparation du salarié? Je vous le démontre simplement à l'aide d'un exemple concret, parce que tout ça est très abstrait, ça se passe, c'est bien intéressant d'en parler dans nos cours, mais pour le justiciable, lui, ça veut dire quoi? Je vous parle de l'affaire AFG contre Blouin. Entre 2002 et 2004, M. Blouin, qui est mécanicien, il subit du harcèlement psychologique par ses collègues dans le cadre d'un conflit de travail. Il porte plainte auprès de son employeur qui effectue une enquête menant au congédiement d'un des collègues harceleurs et à la suspension des deux autres. Et là, les procédures commencent. Vous allez voir, c'est pas pire, j'ai réussi à rentrer ça sur 2 diapositives. Il y a eu 5 auditions. Alors, le salarié dépose une réclamation à la CSST qui est acceptée, mais là, l'employeur conteste à leur audition à la CLP, puis tout ça. Finalement, il obtient gain de cause. Et là, la CSST dit, bon, vous avez été victime d'une lésion professionnelle. Vous n'êtes pas capable de retourner chez votre employeur, hein, parce que votre médecin dit que vous ne pouvez pas être en contact avec les harceleurs, ceux qui n'ont pas été congédiés. Mais de l'autre côté, vous êtes encore capable de faire votre travail de mécanicien. Donc, vous avez droit au maximum à 1 année pour vous chercher une enveloppe. Après ça, ça va se terminer. Alors, l'employeur conteste, alors là, le salarié conteste cette décision-là jusqu'à la commission des lésions professionnelles parce que lui, il veut retourner travailler chez l'employeur, mais il veut que la question soit réglée avec les collègues fautifs. Là. Et il perd sa cause. Alors, l'employeur conteste la décision de la CSST relative à l'imputation des coûts parce qu'il dit, après tout, les harceleurs, c'était toujours bien pas moi, c'était des tiers, puis c'était dans le cadre d'un conflit patronal-syndical. Alors, il réussit à se faire désimputer tous les coûts reliés à la réclamation. Donc, ça enlève les mains. La suite est fin, le dossier de grief. Salarié fait ni un ni deux, il se dit, bon, pour moi, je n'ai pas choisi le bon cheval. Je dépose un grief réclamant des dommages-intérêts auprès de l'employeur parce qu'il aurait dû me réintégrer puis il ne l'a pas fait. Et là, l'arbitre refuse en disant, bien non, je ne peux pas vous accorder des dommages-intérêts, c'est prohibé par la loi sur les accidents du travail. Et il y a juste la CSST qui a compétence pour accorder ces dommages-là.
Puis, là, il y a une phrase que le syndicat a certainement trouvée malheureuse. Il dit vous auriez dû déposer un grief de harcèlement psychologique. Vous auriez peut-être eu des chances d'être réintégré. Alors là, le salarié, faisant ni un ni deux et n'écoutant que son courage et son désir de reprendre le travail, fait une plainte selon l'article 47.2 du Code du travail. Et malheureusement, bon, l'affaire ne sera jamais entendue au fond parce que la plainte est rejetée pour un problème de prescription. Il me reste combien? 5 minutes? OK. Conclusion au sujet de cette affaire-là. Bien, c'est quoi la conclusion? Le salarié a subi du harcèlement psychologique et malgré de multiples recours, il n'a pas reçu la réparation qu'il voulait. Lui, il voulait reprendre son travail. Il était mécanicien depuis 25 ans, c'est ça qu'il voulait faire. Il a perdu son emploi. Il a reçu des indemnités pendant qu'il était malade, mais il n'a pas reçu d'indemnité pour dommages corporels, moraux, punitifs ou perte d'emploi. L'employeur a assumé pour lui aucune réparation en lien avec le harcèlement psychologique subi par le salarié au travail. Conséquences sur la mobilisation des acteurs. Alors, évidemment, l'obligation de déposer 2 recours, ça suscite des coûts et des délais pour toutes les parties. Les réparations prévues par la loi sur les accidents du travail ne sont pas adaptées au harcèlement psychologique. Le régime de la loi sur les accidents du travail ne reconnaît pas la faute. Ça aussi, c'est intéressant. T'sais, on est dans un régime là, où on a voulu imputer une responsabilité à l'employeur pour le milieu de travail. Et puis là, bien, finalement, on indemnise ça dans un régime de responsabilité sans faute. Est-ce que c'est adapté au harcèlement? Et, bon, pour terminer, évidemment, la multiplicité des recours est délétère pour la victime. Hein? La victime qui est déjà atteinte au niveau de sa santé mentale, on peut difficilement imaginer qu'elle va aller mieux au terme de ces 5 auditions-là. Et il perd son droit, finalement, à une réparation juste et surtout efficace. J'en arrive à ma conclusion. Quelles sont les pistes de solution? Ben, c'est assez intéressant. Moi, j'avais réfléchi un peu là-dessus quand on a adopté les dispositions de la loi sur les normes. Je travaillais à ce moment-là sur mon ouvrage sur la santé mentale. C'est sûr qu'on aurait pu sortir le harcèlement psychologique du régime de la loi sur les accidents du travail complètement, puis tout intégrer ça dans le régime de la loi sur les normes. Mais vous savez, l'indemnisation des problèmes de santé mentale causés par du stress chronique au travail, ça a été une grande avancée pour les victimes. Puis il y a des cas parfois qui ne sont pas du harcèlement, qui sont des questions de surcharge de travail, qui sont délétères pour l'individu, puis c'est pas facile de départager les deux. Alors, je pense que ça aurait été difficile d'agir de la sorte, puis ça permet toujours bien aux victimes, s'il y a un employeur insolvable ou qui est disparu de la carte, d'être indemnisé, même si c'est seulement d'une manière partielle. Est-ce qu'on aurait pu permettre l'option entre les recours? C'est une solution, entre autres, qui avait été évoquée par Catherine Lippel, qui était fort intéressante. Peut-être que ça aurait été mieux que le régime qu'on a aujourd'hui, mais d'une part, ça mettait en péril le compromis social hein, sur lequel est basée la loi, et d'autre part, est-ce qu'on peut penser que la victime aurait pu faire un choix éclairé entre les 2 recours? C'est pas mal compliqué, les réparations qui sont prévues par les 2 régimes, et je ne sais pas si ça aurait été lui rendre service. Finalement, on peut se demander s'il n'y aurait pas, au lieu de mettre les recours dans la loi sur les normes, on n'aurait pas dû les mettre dans la loi santé et sécurité du travail. Parce que moi, personnellement, je trouvais que ça présentait des avantages. On axait plus sur la prévention. On voyait le harcèlement comme un problème sur lequel on peut travailler par des interventions à la source sur les comportements organisationnels en milieu de travail. Et ça aurait eu aussi l'autre avantage, mais qui sera peut-être réglé incessamment, c'est que toutes les mêmes instances auraient été saisies des mêmes questions. Prévention, réparation, cotisation de l'employeur. Peut-être aurait-on eu un peu plus de cohérence. On ne peut pas retourner en arrière, il faut regarder en avant. Oui, j'ai terminé. Tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, je pense, c'est d'essayer d'atténuer les irritants reliés aux recours multiples et la fusion des organismes nous en donne peut-être une belle occasion si l'exercice est fait sérieusement et si on se donne la peine d'essayer d'apporter les modifications requises. Alors, bon, à l'heure actuelle, les gens qui réfléchissent sur cette question-là parlaient de peut-être faire des mécanismes de gestion d'instances et puis tout ça. Si toutes les instances sont regroupées, c'est même plus des mécanismes de gestion d'instances qu'on pourrait faire. Ça serait de vraiment bien mieux arrimer les lois pour permettre aux salariés qui est victime de harcèlement qu'ils soient automatiquement déférés au régime de la loi sur les accidents du travail pour ce qui concerne les questions médicales strictement. Il ne devrait jamais y avoir 2 procès. Pour moi, le harcèlement, c'est un accident de travail. À la limite, ça pourrait être sous forme de présomption. J'avais fait cette suggestion-là au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre en 2012. Faisons une présomption, puis disons que quand il y a une instance qui reconnaît qu'il y a du harcèlement, là, puis que le travailleur a subi une atteinte à sa santé, c'est présumé une lésion professionnelle. Donnons ça entre les mains. Puis ça ne peut pas être renversé autrement qu'en démontrant que sa maladie l'a contractée ailleurs. Fardeau qui est très difficile à rencontrer, et que la CSST s'occupe de l'indemnisation médicale.
Bon, ça pourrait peut-être être une solution qui pourrait inspirer le législateur dans la réforme qui s'en vient. Autre chose, il faut bonifier le barème des dommages corporels pour les salariés victimes d'une atteinte à leur santé mentale, et ça, pas juste pour les victimes de harcèlement, pour toutes celles qui ont une atteinte à leur santé mentale. Il est désuet, le barème. L'Association des médecins spécialistes en santé communautaire a suggéré un barème qui ressemblerait à celui de la Société de l'assurance automobile, qui indemnise les troubles transitoires. Il faut absolument y voir. Et dernièrement, favoriser le retour au travail en imposant à l'employeur, même en cas de lésion professionnelle, une obligation de modifier le milieu de travail pour permettre la réintégration de la victime lorsque c'est possible. Conclusion, donc, la création des tribunaux administratifs au Québec et la détermination de leur champ de compétences, elles ont été le produit d'interventions ponctuelles plutôt que le fruit d'un processus rationnel d'ensemble. Les conflits juridictionnels compromettent l'accès du salarié à une justice rapide et efficace, et au lieu de laisser aux tribunaux le soin de régler ces questions au gré des cas qui leur sont soumis, le législateur doit être proactif, et là, je pense qu'une belle occasion lui en est donnée, et je souhaite qu'on prenne le temps de réfléchir pour faire une réforme qui va permettre au justiciable de faire valoir ses droits à l'intérieur d'un régime qui lui permet l'efficacité, justice, rapidité et les réparations qu'il mérite. Alors, merci.